Nous allons passer maintenant au Cameroun. L'un des principaux candidats à la présidentielle de dimanche dernier, Maurice Kamto, a revendiqué lundi la victoire face à Paul Biya, président sortant et grand favori du scrutin, se mettant hors la loi selon le gouvernement. J'ai reçu mission de tirer le pénalty, je l'ai tiré et je l'ai marqué, a déclaré M. Kamto à la presse à Yaoundé. J'ai reçu du peuple un mandat clair que j'entends défendre jusqu'au bout. Il n'a pas cependant donné de chiffres ni de pourcentage et n'a pas indiqué sur quoi il se basait pour donner ces informations. Il faut dire qu'au Cameroun, les résultats officiels peuvent prendre jusqu'à 2 semaines. Justin, est-ce que Maurice Kamto n'est pas un peu piqué par le même virus qui pique beaucoup d'opposants sur le continent? Non, ça fait rire, mais malheureusement, c'est la réalité des faits. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été ministre de Paul Biya. Il connaît bien la maison, il sait comment ça se passe. Donc, il a voulu passer par là, dévancer les événements. Donc, se proclamer gagnant de ce scrutin sans pour autant attendre la commission qui est chargée d'assumer cette mission. Moi, je pense que c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux, c'est parce que la plupart du temps, d'abord, quand vous voyez même les circonstances dans lesquelles les choses sont passées au Cameroun, un pays que je connais très bien, avec le surtout dans la zone anglophone. Ouais. Donc, et le fameux président sortant, Paul Biya, 85 ans, 7e mandat. 36 ans déjà. Vraiment, ça fait très mal. Donc, ne soyez pas étonnés que demain ou après-demain, s'il y a encore d'autres crises qui voient le jour dans cette partie du continent, c'est malheureux. Je pense que les choses auraient été organisées. Serait organisé autrement. Peut-être que tout le monde va attendre la commission électorale pour proclamer le vrai vainqueur. Mais connaissant bien Paul Biya, sa manière de gagner les élections, et comment on appelle, le candidat Kamto, je crois, Kamto, voilà, il connaît bien la maison, donc il sait que s'il ne dépense pas son ancien mentor, forcément les choses vont encore changer. Je pense que là, il est en train de provoquer le débat et créer une situation qui serait un peu difficile à gérer. Le problème, c'est que Maurice Kamto n'est pas le principal opposant. Oui, je n'en dis pas ça. Parce que moi, après analyse, je me dis que c'est parce qu'il connaît bien la maison, c'est pourquoi il a dévancé. Oui, c'est ce que moi je me dis. Lorsque je l'ai suivi au lendemain, et sans pour autant donner des chiffres, sur quelle base il dit maintenant que le peuple lui a donné confiance et qu'il est le futur président du pays, avec tout ce qu'il a dit, bon, il a tiré le pénalty. Je ne sais pas s'il est plus meilleur que Samuel Eto'o dans ce pays du Cameroun. Mais au-delà de tout, je pense que c'est sur un terrain politique. Il a posé un acte politique fort. Maintenant, c'est la suite des événements qui vont lui donner raison ou non. Mais jusque-là, je pense qu'on doit attendre. Mais tout compte fait, ce qui se passe là, je pense que ça va quand même chambouler autrement. Parce que je parie que s'il n'a pas fait cette annonce, le président sortant va forcément se proclamer gagnant au premier tour. Ah oui. Oui, l'élection a un seul tour. Ah voilà. Donc vous voyez que le monsieur connaît la maison, donc il dévance les événements, on va attendre de voir ce que justement, dans le camp de l'opposition, il y a Yoshua aussi, qui est le principal leader de l'opposition, qui a répondu à Maurice Kamto en lui disant mais nous devons être légalistes parce qu'il y a plus de 25 000 bureaux de vote au Cameroun et que c'est son parti, à lui, Joshua aussi, qui a des délégués dans tous les bureaux de vote. Eux, ils n'ont pas encore tous les résultats. Comment se fait-il que lui, Kamto, ait pu avoir des résultats et se proclamer vainqueur? Vous savez, c'est triste. Lorsque vous avez des oppositions dans un pays et que ce sont les opposants qui s'en prennent entre eux et on laisse vraiment le vieux loup, c'est dommage. Lorsqu'on va à des élections non ouvertes, ces élections-là sont non ouvertes dans la mesure où vous avez un président qui fait déjà 36 ans et c'est lui l'organisateur de ces élections-là. Donc d'emblée, on sait comment les élections se passent là-bas au Cameroun. Et face à cette situation, les oppositions même savent réellement que le président Paul Biya sortira d'emblée, d'ailleurs même, et vraiment il pose des stratégies politiques. Mais ces stratégies aujourd'hui, est-ce que ce sont des stratégies payantes? Je n'en sais rien. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est une stratégie aujourd'hui. Je pense que dans bon nombre des pays africains où cette situation-là a débouché sur des actes de violence. La plupart du temps, ce sont des garde-fous que la commission électorale met en place. Je pense que même les Occidentaux, c'est sûr que nous l'avons copié. Malheureusement, je ne crois pas que la commission électorale là-bas a adopté cette stratégie-là. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est la proie qui est lancée entre les opposants qui se prennent entre eux et le vieux là, il les regarde faire.
Mais c'est seulement ce qu'on sait, c'est que le parti au pouvoir est très confiant et attend sereinement les élections. Et aujourd'hui, vous voyez que les résultats, et n'entend pas prendre langue avec ce débat-là qui, à mon avis, n'a pas sa raison d'être aujourd'hui, surtout au niveau des opposants, qui devaient normalement, disons, s'unir davantage pour affronter donc le candidat Paul Biya. Basile Aboué, est-ce que Maurice Kamto n'y va pas un peu trop vite? Non, Maurice Kamto est en train de blaguer. Non, parce qu'on n'aborde pas un processus électoral de la façon dont il est en train de se comporter. D'abord, sans aucun résultat. Tu vas sur les antennes et tu cries, la population t'a donné un ballon pour tirer un penalty et toi tu as marqué le but, mais c'est de la pagaille. Ou alors c'est comme des trucs de Jean-Michel Cancan qui a l'habitude. Donc ce n'est pas sérieux. Jean-Michel, il est Camerounais. Donc c'est de la comédie en fait. C'est de la comédie. Vous êtes dans un processus électoral sérieux. Et vous savez que dans votre pays, Biya est tout puissant, Biya est fort. Et ce qui est sûr, tout à l'heure le confrère l'a dit, Biya sortira vainqueur de ces élections. Il ne faut pas blaguer. Donc, ce monsieur, non, c'est sûr. Quand tu es en train de faire de la diversion. Il y a eu le cas Yaya Jammeh. Tout le monde avait dit ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais on avait tous le dit Cameroun ça est différent. Le Cameroun est différent. Le vieux crocodile n'est pas aussi facile à avaler comme tel. Donc, il faudrait qu'il fasse du sérieux en collaborant avec le reste de l'opposition pour que le processus puisse aboutir à quelque chose de sérieux. Voilà qu'il crée maintenant une zizanie au sein même de l'opposition. Alors, comment peut-on faire confiance à des gens qui, sachant bien que nous sommes dans un processus électoral à un tour, qui sont allés d'abord d'une manière fragilisée. Et maintenant, tu te prends sur toi de te dire, j'ai tiré le pénalty. C'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Le comportement qu'il est en train d'adopter va semer de la zizanie et aider le président d'abord à le poursuivre parce que là, il est tombé sous le coup de la loi. Se proclamer président alors même que les résultats ne sont pas... Et donc, il sera donc pris. Et le président va sortir grand vainqueur. Mais comme dit Justin, est-ce que c'est pas parce que Maurice Kamto, je rappelle qu'il a été ministre délégué à la justice de 2004 à 2011, il connaît bien la maison. Il connaît quelle maison? C'est des histoires, il connaît quelle maison? Le pouvoir, c'est autre chose. Hein. Surtout un pouvoir enraciné tout en 6 ans. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez fait quelques années avec le président de la République, et dire que vous connaissez le système. C'est faux. Le système est beaucoup plus puissant. C'est dans les mains de Biya. Et ceux qui ont le pouvoir dans les mains ne sont pas nécessairement des ministres. C'est des gens dans l'ombre qui savent ce que c'est que le pouvoir. Et il a toute la maîtrise du pouvoir, l'armée, l'argent et tout. Ce monsieur, il est en train de blaguer, je vous en prie. Et donc, il faudrait qu'on l'appelle à un peu plus de sérieux et pour que le processus puisse être conduit à bon port. Et pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi, qui a fait ceci. Des fois, même les ministres qu'on pousse à ces postes-là sont de véritables pantins. Hein. Et ceux qui même gouvernent sont dans l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Paul Biya... Dans le cas du Cameroun, on se demande même si Paul Biya le connaissait. Il a l'habitude de ne pas connaître ses ministres. Non, il ne les connaît pas. Parce que ceux qui les nomment, ils les mènent là-bas comme des patriotes, des pantins qui sont là. Mais ceux qui gouvernent sont dans l'ombre. Des fois, même ceux qui pilotent cette machine-là, Paul Biya, il n'est jusque devant. Ceux qui pilotent cette machine-là sont vraiment à l'arrière-plan. Les ministres, des fois, il y a lorsque vous allez au palais, même, ils ne franchissent pas un certain nombre de bois. Où sont là? Les groupes perchés même sont là. Je pense que il faut relever que ce que Mantumbi, je ne sais pas comment ça. Kamto est en train de jouer là, il amuse la galerie. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que le Cameroun n'est pas un État démocratique. Ce qui se joue là n'a rien à voir avec une élection démocratique. Et parce que vous ne pouvez pas... Pourquoi Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs facteurs. Parce qu'on a l'impression que c'est simplement parce que Paul Biya aurait fait 36 ans que beaucoup disent qu'il ne peut pas organiser d'élections crédibles. Non, mais prenez même la gouvernance du pays. Est-ce que lorsque vous voyez la société civile et tout, vous avez... Non, les institutions sont caporalisées. Donc au CNFD, c'est Paul Biya qui fait tout là-bas. Donc... Ça aussi, c'est une forme de gouvernement. Hein. Non, c'est la dictature. Ça dit qu'il ne faut pas... Est-ce que c'est conforme au test? Est-ce que c'est conforme au test? La plupart du temps, parce qu'il y a une pression internationale derrière, on fait semblant de faire la démocratie, on met en place des institutions, on met les hommes, ces hommes à la tête de ces institutions-là, on sait comment les téléguider, comment les manipuler. Vous avez vu, sûrement vous avez suivi l'actualité. Tout au long de cette campagne-là, la télévision nationale a plus couvert
la campagne de présidentielle de Biya par rapport. C'est déjà un grand motif de non-démocratisation. Oui, déjà, ça fait l'objet de débats sur les grandes centaines. On en a débattu. Mais moi, je ne peux pas comprendre que dans un régime sérieux, qui se dit un régime démocratique, où la parole doit être donnée au peuple, dans un pays qui compte des millions de personnes, où chaque citoyen est libre d'être candidat, on impose sa suprématie, on estime qu'on doit aller au scrutin une nominale majoritaire à un tour. Mais ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et vous prenez même les élections. C'est un choix aussi. Non, ça dit que moi je dis plutôt que le combat doit être mené. C'est un choix, mais est-ce que ce choix-là répond aux aspirations de la population entière? Non, c'est pas vrai. Mais dans les grandes démocraties, il y a ça aussi, parce qu'on a copié la démocratie de quelque part. Oui. Même si bien avant l'arrivée des Européens, l'Afrique sa démocratie à elle. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire la chose dans le bon sens, il y a un certain nombre de paramètres, un certain nombre de règles qu'il faut forcément respecter. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. C'est là où je partage l'avis de Basile lorsqu'il disait tout à l'heure que le vieux crocodile qui est là, il va encore sortir gagnant de scrutin. Et ça me repose un autre questionnement. C'est parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais est aussi si bête. Et que quelqu'un qui est là, qui n'apporte pas les éléments nécessaires, les éléments fondamentaux pour le développement du Cameroun, cet état-là que moi je connais très bien, et que chaque fois, les mêmes populations vont lui donner confiance, c'est là où moi je dis qu'il y a de sérieux problèmes. Peut-être vu de l'extérieur, on se le dit, mais est-ce que les Camerounais se plaignent? Non, ça y est, le problème, c'est quoi? Ça dit que quand vous... c'est toujours comme ça, quand vous rentrez au Cameroun, vous interrogez les gens. On n'a pas fait de sondage. C'est pas ça, parce que vous savez... On n'a pas fait de sondage pour savoir. On a peut-être l'habitude de tomber peut-être dans ce piège de dire très vite, parce qu'il a tellement duré au pouvoir, il n'est pas aimé, il n'est pas si... Alors que je veux rappeler un exemple particulier qui est très proche de nous, non pas la Chine, le Burkina Faso. Blaise est tombé, mais l'élection qui a suivi son parti était 3e. Ne l'oublions pas. Non, son parti était 3e, mais cela n'est pas forcément un motif de choix. Parce que les gens sont renseignés, ils ont financièrement l'argent. Il y avait un départ brusque. Il y avait un départ brusque que les gens n'ont pas digéré par rapport à ça. Ils continuent par vouloir faire venir toujours leur mentor au pouvoir. C'était ça. En fait, la grande majorité de la population n'était plus pour cette gouvernance-là et a dit non. Sans quoi, si réellement Blaise Compaoré était encore aimé par sa population, je pense que l'insurrection qu'il a emportée ne devait même pas commencer, ou du moins serait fragilisée. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas quand quelques milliers sortent dans la capitale et puis on a l'impression que c'est tout le pays? Je vais rappeler un sondage, je pense 2000, combien de Afro-Baromètre, où les Burkinabés réclamaient le retour de lorsque ça pétait à Ouaga, à Bobo Dioulasso, c'était pas facile. Il ne faut pas faire ça. À Ouaïgouya, à Koupela ici, à Bitou, non loin de la frontière togolaise, là, ça n'a pas été facile. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est fondamental. D'abord, la personne d'abord, avant de voir le parti politique. La personne qui est là, il s'appelle comment on l'appelle? Basile. Basile, au pouvoir, ça fait combien de temps? D'abord, on règle ça. Maintenant, avant de voir sa formation politique. Mais quelqu'un qui est là 36 ans, il a quoi encore à proposer à la nation? Oui, mais est-ce que tous les pays n'ont pas le droit d'avoir le modèle de démocratie? Mais pour parler, vous avez évoqué le cas d'Afro-Baromètre aussi. En fait, les sondages d'Afro-Baromètre dans ce pays-là ne lui sont pas favorables. Ça, je pense que nous sommes dans un groupe d'Afro-Baromètre. Les sondages ne lui sont pas favorables. Il y a beaucoup de Camerounais. Lorsque vous vous déplacez dans ce pays-là, d'ailleurs, prenez d'abord une élection qui était d'une manière chaotique. Puisque Paul Biya n'a jamais fait le déplacement dans la zone anglophone. Il a voulu y aller, mais à la dernière minute, il a renoncé. Vous voyez, dans un pays comme tel. Avec Jean Faudy, en son temps, il a eu à faire le hold-up électoral. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, c'est beaucoup d'aspects. Malheureusement, c'est un pays qui regorge pas mal d'intellectuels. C'est pratiquement l'un des premiers pays africains à regorger tant d'intellectuels. Mais malgré tout, c'est dans ce pays-là qu'on constate que la démocratie ne tient véritablement pas la route. Donc, moi, ce débat m'intéresse. Cette démocratie à l'occidental, là où on a l'impression qu'il faut avoir des alternances, pour donner l'impression qu'on fait de la démocratie, alors que je rappelle que la France n'a pas la même démocratie que l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la Suisse, ni l'Italie, etc. Pourquoi l'Afrique doit être dans un conformisme démocratique? Oui, c'est là où il faut que la question se repose de façon beaucoup plus profonde, pour qu'on puisse réfléchir au mode de démocratie qui soit adapté à un certain nombre de pays africains. Parce que un dirigeant avait évoqué une démocratie qui tienne compte de notre histoire et de notre vécu. Et de la réalité du président de chaque togolais. État.
la réalité de chaque État. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, il y a la démocratie, alternance au pouvoir, etc., etc. Mais il y a d'autres pays où les réalités ne sont pas les mêmes. On peut dire aujourd'hui qu'au Ghana, ça va bien, au Bénin, ça va bien. Les réalités sont tout autres. Et vu de loin. Voilà. Mais donc, il faudrait qu'on essaye, sur le continent africain, de réfléchir pour voir quel modèle de démocratie pour un certain nombre de pays. Certains pays, ça peut marcher. Au Bénin, par exemple, on l'a vu. Mais un certain nombre de pays, il y a des réalités intrinsèques qui font que ce n'est pas la même chose qui peut marcher dans ces pays-là. Et la tête reposée, il faudrait que les intellectuels africains essaient de voir... Poser le problème. Voilà, de poser le vrai problème, sans passion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'objectif pour un pays, c'est d'abord la stabilité. Nous l'avons dit tout à l'heure, en parlant donc du Soudan, la stabilité. Que pouvons-nous faire pour que notre démocratie converge vers une stabilité, vers un développement? Et donc, lorsqu'on aura trouvé les ingrédients qui peuvent participer à cela, on peut avoir sa forme de démocratie. Aujourd'hui, par exemple, au Rwanda, nous assistons à quoi? Mais le Kagame est en train de faire un travail formidable là-bas que les gens apprécient. Et puis tout le monde oublie qu'il fait plus de 20 ans. Oui. Vous voyez, donc c'est à cela qu'il faut aller. D'abord, la base de développement d'un pays, c'est la stabilité. Que pouvons-nous faire pour que notre démocratie soit pour la stabilité et pour que nous puissions faire un développement? Ce n'est pas la peine de dire dans tel pays c'est ce qu'on fait, dans tel pays c'est ce qu'on fait. Chaque pays a sa réalité. Et il faut en tenir compte pour voir quel modèle de démocratie on peut expérimenter dans ce pays pour que nous puissions laisser tomber les crises à répétition qui gangrènent l'économie de nos pays. C'est ça qui est le plus important. Je peux placer un mot sur ce volet, ça dit que je ne partage pas forcément. Je m'explique. D'abord, la démocratie, telle qu'on l'a enseignée, telle qu'on l'a lue, c'est le pouvoir du peuple. Ça voudrait dire que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple peut choisir un dirigeant. Oui, ça dit le peuple choisit ses dirigeants. Maintenant, dans la pratique d'un être humain, tout être humain aspire au changement à un moment donné. Maintenant, quels sont les éléments de développement, les valeurs que nous avons sur lesquelles on peut se reposer pour évoluer? Je pense que c'est ce que les Occidentaux ont compris à un moment donné. Vous prenez par exemple la Constitution française n'est pas pratiquement la même par rapport à la Constitution allemande. Et si le régime de gouvernance en Allemagne est un régime parlementaire, par contre, ce n'est pas le régime parlementaire qui est en France, ni encore moins en Angleterre et autres. Et puis les Anglais, ils n'ont même pas de constitution écrite. Voilà. Mais sur la base de certains principes qui sont des principes cardinaux et qui sont des principes élémentaires, on arrive quand même à donner la parole au peuple à un moment donné. Que ce soit dans un régime parlementaire ou que ce soit dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel, le peuple a toujours son mot à dire. C'est le peuple qui choisit d'abord dans un scrutin indépendant où il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de tripatouillage, il n'y a pas de fraude. Maintenant, à partir de ce moment-là, on estime que la difficulté que nous avons aujourd'hui, quelqu'un comme Samuel, quelqu'un comme Marc qui est là, ou quelqu'un qui est Messin qui est là, il peut nous sortir d'affaires, mais on lui donne confiance. À un moment donné, on constate que c'est un bluffeur, il n'arrive pas à assurer sa responsabilité, mais le moment venu, on peut également lui déposer, lui retirer la confiance. Je pense que c'est sur ces éléments-là, moi, je pense que beaucoup de pays ont compris et ça marche. Aujourd'hui, j'étais lors de la campagne présidentielle au Bénin en 2016, des mois durant, mais j'ai vu la faveur, le soutien que Patrice Talon avait. Mais aujourd'hui, quand vous retournez au Bénin, le Patrice Talon n'a plus. Mais vous allez écouter, même dans les coulisses, on dit, mais on attend au carrefour. Au moment venu, peut-être, on va encore le retirer la confiance. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Mais dans un État comme le Cameroun, où un vieux crocodile qui est là, 36 ans, il a encore quoi proposer? Non, ce sont sérieux. Vous pensez qu'il n'a plus rien à faire? Non, il n'a plus rien à faire. Mais ce sont sérieux. Mais vous êtes président d'une république et vous n'arrivez même pas à connaître vos ministres. C'est un choix. C'est pas ça. C'est un choix. Non, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que vous laissez la gouvernance dans les mains de qui? Vos ministres, vous n'arrivez pas à les vous ne les connaissez même pas. C'est que les salaires sont payés. Il y a peut-être un shadow cabinet qui travaille dans l'ombre et qui fait évoluer le pays. Bon, il trouve qu'il y a des postes ministériels qui n'ont rien à foutre, mais ceux qui doivent contrôler, ils les contrôlent bien aussi, et puis ils les connaissent à fond comme sa poche. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi je pense que l'Afrique tout entière, disons, a franchi ce palier démocratique-là où il n'avait pas encore, disons,
disons, ce niveau-là pour adopter un certain nombre de principes démocratiques que nous nous sommes donnés. C'est ce qui a fait que dans d'autres pays, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, vous donnez le cas du Bénin. Moi, je me dis, c'est vrai que les principes démocratiques sont là, mais réellement, lorsque vous prenez même les périmètres de développement de ce pays-là, n'a rien à envier avec le Togo. C'est vrai que moi, je me dis, il y a un déficit de communication au niveau de nos gouvernants, parce que en temps, j'ai mené un débat avec un Béninois où on essayait de poser, disons, la problématique des salaires, c'est qu'on sort. Moi, je connais un peu ce que c'est que le salaire béninois et puis la vérité des salaires que nous avons en fait publié ici au Togo. Vous conviendrez avec moi que réellement, il n'y a pas eu tellement un grand changement alors que vous allez. Et je pense qu'il y a des gens qui viennent nous vendre du chimère aujourd'hui. Parce que si vous êtes bien, on vous paie un bon salaire. Je ne pense pas que c'est le dire qui suit. C'est les actes, comment vous vivez, le train de vie qui le dit. Forcément, ce n'est pas lorsque vous êtes, disons, les gens tendent à le dire que voilà, parce que au Togo, il vit bien, c'est parce qu'il y a des dessous par-ci, par-là. Ce n'est pas toutefois vrai. Le Togo aussi fait des efforts, quand bien même que la démocratie n'est pas encore ça, certes, mais nous avons des principes qui tiennent la route et que nous devions saluer. D'accord. Si vous permettez, je renchéris peut-être ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec cette histoire du vent de l'Est, enfin, beaucoup de pays se sont jetés dans la danse. On a l'impression qu'on a raté le coche. Oubliant que la plupart de ces États sont des États dirigés par des dictateurs et des potentats. Très fragilisé, ça c'est vrai. Les dictateurs qui étaient là, Gnassigbe, je commence par le Togo, Gnassigbe, il y a Dema qui était là, et d'autres pays Paul Biya qui était là, Sassou Nguesso, on a connu la guerre par la suite, et Mobutu Sese Seko qui était là, et par après, avec Mekiem Dadaye, après c'est la guerre au Burundi, au Rwanda. Ça fait que ces États-là, comment faire maintenant pour enlever les dictateurs? C'était le débat, et ce débat-là est encore d'actualité aujourd'hui. Mais vous prenez le Zaïre n'a rien à voir avec quand on parle de la démocratie. La République démocratique, comme le Congo-Brazzaville, dirigée par Sassou Nguesso, en son temps Pascal Lusumba, avec cette histoire de... On a posé même des principes qui les ont plus enracinés qu'on devait les dégager. C'est-à-dire qu'il est parti, il est revenu avec cette histoire de Cobra. Mais Cameroun, avec Paul Biya, il est toujours en place. Au Togo, n'en parlons pas avec les histoires de réforme. Peut-être on va encore en parler aujourd'hui. Il y a des qui est parti, son fils est là. Donc je pense que ce sont là des éléments sur lesquels en réalité on doit trouver solution avant de parler de la démocratie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On en est une ou deux minutes. Je voudrais qu'on dise rapidement, Basile, quelque chose sur la transmission même des résultats. Je rappelle que le Cameroun a voté le même jour que le Brésil. À minuit, on a eu les résultats au Brésil. Au Cameroun, la loi dit qu'il faut attendre 2 semaines. C'est une belle histoire que j'ai suivie sur une vidéo où il y a 3 personnes qui discutaient. Un Américain, un Français et un Africain. Pour ne pas dire un Togolais. Et l'Américain dit, mais chez nous, quand on fait les élections, non, c'est le Français qui est le premier à parler. Quand on fait les élections le matin, déjà le soir, nous avons les résultats. L'Américain dit non, on fait les élections jusqu'à midi, on a les résultats. L'Africain a ri et puis il dit, mais écoutez, nous, on a les résultats même avant les élections. Non, vous savez, il faudrait qu'on réfléchisse mûrement à tous ces problèmes-là pour savoir et pourquoi est-ce que dans tel pays, on peut avoir les résultats beaucoup plus rapidement que dans tel autre pays. Il y a des pesanteurs politiques qui créent d'énormes problèmes que les gens ne veulent pas voir. Mais il faut les considérer. Lorsque vous voulez régler un problème, il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça ailleurs, mais ce n'est pas comme ça chez nous? Quand on n'aura pas diagnostiqué, on croira que parce que ici ça se fait et qu'il faut que ça se fasse chez nous sans aucune analyse minutieuse de la situation pour régler le problème qu'il y a, mais nous continuerons par piétiner. Les résultats, c'est possible qu'on puisse les avoir quelques heures après. Mais pourquoi est-ce que ça doit traîner? C'est une question de volonté politique. Parce qu'il n'y a pas la volonté, c'est tout. C'est une question de volonté politique. En fait, Samuel, cela m'amène à poser la question aujourd'hui. On nous raboule les oreilles avec, disons, ce développement d'éthique qui est volé dans nos pays africains et que nous avions atteint des échelles pas possibles, des pourcentages qu'on ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, il faudrait quand même que les reflets de ce résultat-là puissent nous aider à la transmission de ces résultats-là. Ça voudrait dire que quelque part,
nos dirigeants africains n'ont pas cette volonté-là de pouvoir appliquer le bien fondé de ces outils. C'est forcément les dirigeants où il y a un problème de confiance. Non, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas une question de consensus. Je pense que, après tout... La confiance, je sais vous rappeler le système qu'on a mis en place ici au Togo. VSAT. À la fin, on a dit, non pas le VSAT, je pense que c'était succès pour les élections de 2015. Il y a eu V7, il y a eu succès. Après, on a dit non, que le système il est mauvais. Voilà. Le système pouvait y avoir... Vous savez comment ces systèmes ont été bloqués? Vous savez? Je vais parler dans ce détail. On va marquer la pause et on revient après sur le Togo.